Bonjour Caroline. Bonjour. Les dernières nouvelles, bien sûr, de la campagne. On va regarder de plus près les clips, c'est ça ? Oui, alors ce sont les clips de campagne, les officiels que nous diffusons d'ailleurs nous-mêmes tous les jours pour chacune des listes. Et alors, regardez-les, on les a ralentis pour vous. Le diable est dans les détails. On y voit les pays qui votent. Les 27, ça serait normal, puis 370 millions d'électeurs, mais on y voit aussi le Royaume-Uni. Et alors là, je vous affirme que le Royaume-Uni ne vote pas cette fois-ci. Ils ont voté en 2019, car le Brexit n'était pas encore acté. Les eurodéputés britanniques ont siégé jusqu'au processus de retrait le 31 janvier 2020. Donc le Royaume-Uni n'a rien à faire dans ce petit générique. Voilà. Sinon, on serait 28. Voilà, tout à fait. Une campagne européenne très sensible sur les questions des informations, j'en parlais tout à l'heure. Justement, le réseau chinois TikTok a été pris la main dans le sac, une vraie passoire à fake news TikTok. En effet, l'ONG britannique Global Witness a créé 16 publicités totalement mensongères pour un public irlandais sur les élections européennes et qu'il a publié sur TikTok, YouTube et X. Les deux derniers ont fait le ménage et TikTok 0. En effet, il a tout laissé passer. Exemple de désinfos énormes qu'il a laissé passer. Par exemple, les nouvelles règles, dit-il, de l'acte UE sur l'âge du vote qui entre en vigueur. L'âge légal pour voter sera augmenté à 21 ans. Quiconque essayerait de voter avant cet âge sera empêché. C'est évidemment faux. On vote à 18 ans en Irlande et partout d'ailleurs dans l'Europe et même un peu plus tôt dans certains pays. Donc le réseau TikTok a lamentablement échoué à ce test. Il appartient à la société chinoise ByteDance qui a affirmé que le système avait fonctionné, mais que c'était une erreur humaine du modérateur, il faut le croire. Alors attention aux fake news aussi sur un autre sujet important. Le parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland affirme aujourd'hui qu'un de ses candidats au scrutin municipal a été victime d'une attaque au couteau à Mannheim, dans l'ouest du pays. Selon la police, il n'existe pas de preuves concrètes à ce stade que l'auteur des faits, qui souffrait de troubles psychiques, savait qu'il avait affaire à un membre du parti d'extrême droite. Il y a d'ailleurs ouverture de 2 enquêtes contre la tête de liste du parti, l'AfD, donc l'eurodéputé Maximilian Krag, soupçonné d'avoir reçu de l'argent de sources russes et chinoises. L'AfD, donc, est vraiment en difficulté. Attention donc aux campagnes de fake news de ce parti, crédité de 15% d'intention de vote à peine. C'est beaucoup moins. Il a descendu la pente véritablement à cause des propos négationnistes de son tête de liste, qui est d'ailleurs interdit de parler désormais dans cette campagne. Et pour notre rubrique Objet de l'Europe, je salue Christophe Préau qui est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du site de référence sur lieu, toute l'Europe, et vous nous avez amené une petite voiture rouge. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Je vais vous parler de voiture aussi. Quel objet mieux que la voiture peut représenter le quotidien en fait aujourd'hui, et notamment pour tous ceux qui vont au travail et qui l'utilisent tous les jours. Je vous parle de voiture et vous parlez d'une décision de l'Union européenne, et donc ça veut dire des eurodéputés et des États membres d'interdire la vente de voitures neuves thermiques d'ici le 1er janvier 2035. Alors, si je vous parle de ce texte aujourd'hui, c'est un texte emblématique parce qu'il intègre le pacte vert dans l'atteinte des objectifs, vous savez, de neutralité carbone à 2050. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce sujet s'est largement invité dans la campagne des européennes. Notamment, c'est un sujet très polarisant entre les tenants d'un assouplissement et de ceux qui souhaiteraient justement pouvoir maintenir cette décision. De nombreux électeurs français, évidemment, sont inquiets de devoir payer la note de transition écologique routière en passant à l'électrique. Alors l'innovation permet effectivement aujourd'hui des voitures qui ont moins émettrices de CO2, mais le gain est malheureusement compensé en Europe par justement la hausse du parc automobile. Oui, parce que le parc automobile européen, il grandit sans arrêt. Aujourd'hui, le parc automobile des particuliers, c'est 250 millions de véhicules, un peu plus de 250 millions. Sur ce parc automobile, 1,2% de voitures électriques. Donc on voit le gap à franchir pour en 2035 être en tout électrique. Donc le débat a permis aujourd'hui de faire émerger ou de rappeler plutôt que le texte en lui-même, qui a été adopté par les États membres, n'interdit pas en fait le moteur à combustion, mais interdit seulement les carburants fossiles. Donc autorise les carburants neutres en CO2, c'est-à-dire par exemple le biocarburant, et aussi les carburants de synthèse. C'est notamment l'Allemagne, dans les négociations, qui a imposé cette clause.
Beaucoup de lobbying, effectivement, autour de ces questions automobiles. Mais enfin, l'Europe fait progresser l'automobile plus verte, en quelque sorte. On va parler de l'Irlande à présent, un pays qui n'a pas l'habitude de beaucoup se mobiliser pour les élections européennes, bien que très europhile. Pas trop d'extrême droite là-bas, Caroline ? Oui, alors pas d'extrême droite du tout. C'est un pays de 5 millions d'électeurs, 14 eurodéputés à élire. Les sondages donnent gagnant essentiellement le parti social-démocrate du Sinn Féin, qui se place à 25% devant les deux partis traditionnels de gouvernement, Fine Gael 21% et du côté du Parti populaire européen de la droite donc, et Fianna Fáil Renew au centre 16%. Effectivement pas d'extrême droite. Les Irlandais sont surtout préoccupés par la crise du logement qui est au cœur de cette campagne des européennes, comme nous le montre tout de suite ce reportage de notre envoyé spécial Clovis Casali. Revenue vivre chez ses parents durant la crise du Covid, Niamh, 28 ans, n'est jamais partie. Elle n'a pas les moyens. J'aimerais pouvoir emménager quelque part avec mon compagnon, mais ce n'est malheureusement pas possible. Je dois repousser ou reconsidérer beaucoup de décisions de vie parce que la base de tout, c'est d'avoir un toit à soi. 2 tiers des Irlandais de moins de 30 ans habitent encore chez leurs parents. Niamh travaille dans le secteur de l'éducation et envisage de s'expatrier dans un autre pays européen, comme plusieurs de ses amis. Ce serait facile de dire je déménage car c'est mieux à l'étranger. Rester, c'est choisir la difficulté. Elle a grandi à Enfield, une petite ville à 40 km de Dublin. Les champs où elle jouait ont été remplacés par des logements. Les prix de l'immobilier ont flambé ces dernières années. La crise du logement frappe l'Irlande rurale, mais aussi les villes. Durant la campagne, les partis politiques ont donc tous réclamé davantage de construction pour améliorer la situation. Le Fianna Fáil au pouvoir ici et qui appartient au bloc Renew plaide pour une nouvelle stratégie européenne avec la création d'un comité pour mener de nouvelles réformes et des investissements. Les Irlandais iront aux urnes pour élire 14 députés au Parlement européen. Ce professeur d'université est un spécialiste du logement. Il nous a donné rendez-vous devant un lotissement flambant neuf en grande banlieue de Dublin. Financé en partie par des fonds étrangers, rien n'est à vendre. Ils louent à des prix astronomiques, comme 1 900 € par mois pour un appartement de 2 chambres. Il y a un nombre énorme d'expulsions. L'année dernière, 15 000 foyers ont été expulsés à travers le pays. Ces gens n'avaient rien fait de mal. Leurs propriétaires voulaient juste louer plus cher à d'autres qui pouvaient payer. Hearn se présente pour la première fois à une élection sous l'étiquette des sociaux-démocrates, un petit parti en Irlande. Il aimerait que la Banque centrale européenne baisse ses taux. Les taux d'intérêt pénalisent ceux qui veulent emprunter et aussi ceux qui prêtent pour construire. Ces taux très élevés conduisent à un coût élevé du financement et donc aussi à un coût de la vie plus élevé. Établie par le gouvernement, une commission sur le logement appelle à un changement radical de stratégie. Son rapport récent pointe un déficit de 250 000 logements en Irlande et en particulier des habitations à un prix abordable. Allez, pour terminer, Caroline, on revient sur l'action du Parlement européen lors de la dernière mandature. Oui, ces 5 dernières années, il n'a pas chômé, le Parlement européen. Il a fait passer des lois, d'ailleurs, à un rythme assez effréné au fil des crises et voté d'ailleurs des résolutions d'impulsion pour la politique étrangère. Le point en image tout de suite avec Sophie Samay. En 5 ans, le Parlement et le Conseil européen ont vu passer des centaines de propositions de loi. Certaines sont parties directement aux oubliettes, d'autres ont profondément marqué la législature. 2020, année Covid, quelques mois seulement après le début du mandat, les eurodéputés doivent s'adapter. En distanciel, les décisions de l'Union européenne tournent essentiellement autour de la crise sanitaire. Fin juillet, un plan de relance exceptionnel est mis sur la table. 750 milliards d'euros sont mobilisés pour relancer l'activité économique post-Covid. En 2021, la crise sanitaire s'atténue et l'Union européenne peut à nouveau se concentrer sur l'un des objectifs majeurs de cette législature, la protection de l'environnement. En juillet 2021, la loi européenne sur le climat, élément clé du pacte vert, entre en vigueur 1 mois après son adoption par le Conseil. Un texte ambitieux visant à faire de l'Union européenne un acteur mondial de premier plan dans la lutte contre le changement climatique.
Les pays de l'UE sont désormais tenus d'atteindre les objectifs climatiques à l'horizon 2030 et 2050. Mais début 2024, la grogne des agriculteurs met certains textes du pacte vert sur pause. Remaniée, la loi sur la restauration de la nature est adoptée in extremis. Les pays de l'Union européenne devront donc restaurer au moins 30% des habitats naturels en mauvais état d'ici 2030 et 90% d'ici 2050. En 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine contraint à nouveau le Parlement à des mesures d'urgence. Paquet de sanctions envers la Russie, 98 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine et ouverture d'une procédure d'adhésion rythment le quotidien des eurodéputés. Enfin, dernier grand texte de cette mandature adopté le 10 avril dernier, le pacte Asile et Migration. Ce texte durcit le contrôle des arrivées de migrants dans l'Union européenne, prévoit un système de solidarité entre États membres pour l'accueil des demandeurs d'asile et assure la création d'un mécanisme spécifique en cas de crise migratoire. La réforme ne sera mise en place que durant la prochaine mandature, en 2026. Alors demain, comme tous les jours, nos confrères de La Croix consacrent 2 pages à cette campagne des européennes avec des questions toujours très impertinentes et particulièrement impertinentes pour ce journal. L'Europe a-t-elle renoncé à ses racines chrétiennes ? C'était le journal de campagne avec Caroline, avec Christophe. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau.